Terminé en 2014, en 15 années de publication, le récit de Naruto a eu le temps de s'étoffer et de développer soigneusement son univers, tout ça en se basant sur l'histoire même du Japon durant l'époque féodale. Même si le manga est une véritable œuvre anachronique, puisqu'on y retrouve de nombreux éléments modernes tels que des ordinateurs, des cinémas ou encore des moyens de communication assez récents, une partie de l'univers semble similaire à l'époque Sengoku. C'est une période majeure pour le Japon puisqu'elle va à jamais marquer son histoire du fait qu'on l'appelle également la période des provinces en guerre. Durant ce siècle de conflits perpétuels, le pouvoir du shogun est réduit si bien que la politique est en partie gérée entre les dirigeants de chaque province qui se font la guerre pour augmenter la taille de leur territoire. C'est donc cette époque qui voit l'émergence des shinobi, plus connus chez nous sous le nom des ninjas, dont les missions reposaient sur l'infiltration, l'espionnage ou encore l'assassinat. Si Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, s'est inspiré d'eux et de leur légende pour créer ses personnages, il ne s'est pas arrêté à ça. Toute la construction de son récit, bien qu'il soit empli de fantaisie et de surnaturel, est un véritable hommage à l'histoire du Japon. Et pour bien déceler tous les secrets et les enjeux qui peuvent exister dans le monde de Naruto, il est nécessaire de se pencher sur sa géopolitique. Dans l'idée, la géopolitique, c'est une méthode d'étude de la politique étrangère pour comprendre, expliquer et prédire le comportement politique international à travers les variables géographiques. Alors oui, j'ai juste repris la définition de Wikipédia, mais elle était parfaitement explicite, donc je me suis pas pris la tête. Bon, seulement on est dans une œuvre de fiction, ce qui fait que c'est compliqué d'avoir toutes les informations qu'on aimerait, et en même temps, je suis pas sûr que de connaître les ressources naturelles ou la topographie de chaque pays, ça vous intéresse vraiment. Heureusement, Naruto, c'est 700 chapitres, 720 épisodes et 10 films si on enlève celui sur Boruto, donc on a quand même pas mal de matière. C'est pour ça que cette vidéo sera divisée en 3 parties. Géographie, histoire, et enfin, organisation et diplomatie. Bref, salut à tous, c'est Aniki, et c'est parti pour voir les secrets du monde de Naruto. Ah oui, et puis n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, hein, ça me fera plaisir. Afin de définir clairement la géopolitique du monde de Naruto, il est essentiel de commencer par établir sa géographie, et c'est donc ce que nous allons faire dans cette première partie. Pour commencer, parlons de la planète. De ce qu'on sait, elle semble assez similaire à la nôtre, et ceci pour 3 raisons. Déjà, les paysages et les saisons sont semblables à ce qu'on connaît. Ensuite, la présence de la Lune, qui par ailleurs joue un rôle capital dans l'arc final de la série, et qui fut créée par Amura et Hagoromo, et on y reviendra plus tard, vous inquiétez pas. Mais surtout, on sait à quoi elle ressemble, et ça grâce au film Naruto The Last. En effet, dans ce dernier, on nous offre une vue de la planète. Voici donc le monde de Naruto. Bon, pour plus de simplicité et au vu des nombreuses ressemblances, on va désormais appeler cette planète la Terre. Il semblerait même qu'elle soit désignée ainsi au sein de l'œuvre, donc c'est parfait, ça nous arrange. Au cours de l'histoire, on apprend également que ce n'est pas la seule planète existante, puisqu'on fait la connaissance du clan Otsutsuki qui est un groupe d'extraterrestres, mais là encore on verra ça plus tard. Maintenant qu'on sait ça, entrons un peu plus en détail dans la composition de la Terre. Pour ça on va parler du chakra. Alors je sais ça peut sembler éloigné d'un quelconque découpage de territoire, mais son importance est capitale. Vous le savez tous, le chakra est l'essence utilisée pour toutes les techniques ninja qui soient, ainsi le monde shinobi repose entièrement sur lui. On sait même que c'est une énergie vitale puisque toute personne qui s'en retrouverait complètement dépourvue en mourrait. Ainsi il se divise majoritairement en 5 branches, soit les 5 natures élémentaires. Le katon, le futon, le reiton, le doton et enfin le suiton. Ouvrons désormais une carte qui nous servira à établir la géographie précise du monde des ninjas. Si j'ai autant insisté sur les 5 éléments du chakra, c'est qu'ils représentent les 5 plus grands pays ninja. Le pays du feu, le pays du vent, le pays de la foudre, le pays de la terre et enfin le pays de l'eau. Bien évidemment, on retrouve aussi de nombreuses autres nations plus petites, certaines étant militarisées et d'autres non. Alors je vais pas m'amuser à toutes les énumérer, donc je vais me contenter de vous les montrer sur la carte, même si on peut en citer quelques-unes qui ont eu leur importance durant l'histoire du manga, comme le pays du fer qui a accueilli le sommet des 5 Kage dont on reparlera plus tard, le pays de la pluie où on y retrouve Ame dont Nagato était le chef, ou bien encore le pays du son qui abritait le village d'Oto créé par Orochimaru. D'ailleurs ça tombe bien qu'on parle de village puisque ça m'offre une parfaite transition pour la suite de la vidéo. Dans chaque pays, on retrouve des villages. Alors jusque là c'est normal, sinon on ferait face à des nations vides. Cependant, il est important de noter qu'ils se divisent en 3 catégories. Les villages non ninja qui se situent un peu partout, les villages ninja comme celui d'Oto qu'on a évoqué plus tôt, et enfin les 5 grands villages ninja. Ces derniers sont similaires aux autres villages ninja, certes, mais faisant plus ou moins office de capitale aux grandes nations, on les démarque des autres. Ces 5 grands villages, vous les connaissez déjà. Suna, Kumo, Iwa, Kiri et bien évidemment Konoha. Par ailleurs, en faisant mes recherches, je suis tombé sur quelques statistiques à propos des différents villages. Bon, cependant, j'ai pas réussi à trouver des sources qui validaient ces stats, du coup on va les prendre avec des pincettes et partir du principe que c'est plus des estimations qu'autre chose. Représentés sous forme de triangle, ils mettent en avant 3 critères, la population, la puissance militaire et enfin la puissance économique. Ainsi, on voit que Suna est le plus équilibré des 5, que Konoha possède la plus grande des populations et que Kumo est le village le plus puissant bien devant ses pairs. Et mine de rien, toutes ces données-là expliquent en grande partie les événements historiques qui sont déroulés dans le monde des ninjas, mais ça on le verra dans la deuxième partie. Parce que oui, on est toujours dans la partie géographie, et en parlant de ça, c'est important de préciser que chaque pays possède ses spécificités. Si on regarde de plus près du côté des 5 grandes nations, on remarque par exemple que le pays de la foudre est situé au nord-est, que son climat est majoritairement orageux, ce qui est pas étonnant, et que ses paysages sont principalement composés de montagnes et de rivières. La plus grande spécificité ici étant que la majorité de ses habitants sont les seuls dans le monde des ninjas à avoir un teint basané. Et on peut en faire de même avec les autres états. Pour ce qui est du pays de l'eau, il est situé au sud-ouest et est le seul à être totalement séparé du continent, d'autant plus qu'il est composé de différents archipels. Ainsi, c'est la plus petite des 5 nations, mais aussi la plus pauvre. Si on continue avec le pays de la terre, on apprend qu'on sait pas grand chose dessus à part qu'il se trouve au nord
nord-ouest qu'il est très montagneux, mais également que c'est le plus grand et le plus peuplé des 5. On continue alors avec le pays des vents qui lui est situé au sud-ouest et bien qu'il possède un territoire énorme n'est que très peu exploitable étant donné qu'il est en majeure partie composé d'un immense désert. Et enfin le pays du feu, celui qu'on connaît le plus, situé au centre des autres nations, son territoire est vaste, principalement recouvert de forêts et de collines, le tout dans un climat chaud, là encore logique vous allez me dire. On pourrait aussi parler de sa population élevée et surtout des nombreux clans qu'on y retrouve, mais on évoquera ça plus tard dans la vidéo, retenez juste que le pays du feu est reconnu comme l'un des plus puissants états qui soit. Bon, maintenant qu'on a une idée plus précise de la géographie de la Terre et du monde des ninjas, parlons un peu d'histoire pour cette deuxième partie. Là encore, on va commencer par le tout début. Alors, en vrai, j'ai pas trouvé d'infos sur la création du monde et des humains, et d'un côté, c'est pas très grave, puisque, je le rappelle, on est surtout là pour établir la géopolitique du monde des ninjas. Mais avoir une vision globale de l'histoire et de ses légendes, ça peut toujours aider à mieux comprendre son univers. C'est pour ça qu'on va voir ensemble l'entièreté de l'histoire Shinobi. Alors accrochez-vous bien, parce que je vous emmène découvrir une histoire incroyable et un tout petit peu longue. Si l'on se rend au temple Naka de Konoha, il nous suffit de bien fouiller dans la pièce principale pour découvrir que sous le 7ème tatami en partant du fond se trouve une salle secrète appartenant au Uchiwa. En se rendant dans cette dernière, on tombe alors sur une stèle en pierre ne pouvant être totalement déchiffrée que par une personne maniant le Rinnegan. Heureusement, je vous rassure, si je vous parle de ça, c'est qu'on sait ce qui est écrit sur cette tablette. On y trouve des choses plus qu'intéressantes comme les secrets du clan Uchiwa ainsi que du Mangekyou Sharingan, mais pour cette vidéo, on va se pencher sur une partie dédiée à l'histoire du sage des 6 chemins, de Kaguya et de l'arbre divin. Un millénaire auparavant, le monde des shinobi n'existait pas, cependant les humains, eux, étaient bel et bien là et semblaient coincés dans une guerre éternelle. De plus, au sein de la Terre, on pouvait trouver un arbre spécial nommé Shinju, traduisé ici par arbre divin. En effet, plusieurs millénaires auparavant, une météorite contenant une graine d'arbre divin s'écrasa sur Terre, ce qui explique la présence d'un tel arbre dans le monde des humains. Bien évidemment, le Shinju a des particularités impressionnantes, ce qui explique pourquoi je prends autant de temps pour vous en parler. Déjà, il grandit en s'abreuvant du sang des combats imprégnés dans le sol. Ouais, ça plante le décor. Par ailleurs, à travers l'histoire, on apprend que les habitants du pays où il se trouvait pensaient qu'il nourrissait la terre et l'aidait à prospérer, sauf qu'en réalité, l'arbre tuait à petit feu le pays et ses habitants en drainant leur énergie vitale. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Si on revient un millénaire plus tôt, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut bien comprendre que les hommes étaient tout le temps en guerre. Pourtant, ça n'empêchait pas certaines civilisations de vénérer cet arbre tel un pilier sacré, si bien que quiconque s'en approchait était immédiatement tué. Seulement, voilà, tous les 1000 ans, le Shinju produit un fruit appelé fruit du chakra, sauf que bien évidemment, à cette période, personne n'osait y toucher, et de toute manière, ceux qui s'y risquaient se faisaient tuer. C'est à ce moment-là qu'on fait la connaissance du clan Otsutsuki. Ces derniers sont assez mystérieux, mais voilà ce que l'on sait. Le clan Otsutsuki est un clan extraterrestre qui parcourt les différentes dimensions et planètes dans l'objectif de trouver des fruits du chakra, puisque en les mangeant, leur pouvoir augmente et leur vie est prolongée. Ainsi, l'une d'entre eux, nommée Kaguya, décida de partir à la recherche d'un monde possédant un Shinju sur le point d'éclore afin de s'y installer. C'est alors qu'elle arriva sur Terre. Je précise qu'on est toujours un millénaire en arrière. Bien évidemment, elle mangea donc le fruit du chakra, devenant ainsi la première personne à le manier sur Terre. À ce moment-là, ses pouvoirs étaient si puissants qu'elle était semblable à un dieu. Elle décida donc d'arrêter les guerres qui ravageaient la Terre et instaura une paix durable entre les humains. Faut se dire que c'est cool et qu'elle est bienveillante, mais malheureusement tout n'est pas aussi rose. En effet, cette paix n'était qu'illusion. Grâce à ses pouvoirs quasi divins, Kaguya avait utilisé un genjutsu surpuissant appelé Tsukuyomi Infini afin de plonger le monde dans une illusion totale, tuant alors de nombreux humains afin de les transformer en Zetsu blanc, l'objectif de se bâtir une armée pour se défendre dans le cas où d'autres membres de son clan arriveraient sur Terre. Autant vous dire que sa réputation passa très vite de dieu à démon, mais bon, personne ne pouvait s'opposer à elle. Les années passèrent et Kaguya finit par avoir 2 fils, soit 2 frères, 2 fauves, le M. Attends quoi? 2 frères jumeaux, je disais, du nom de Hagoromo et Amura, qui tous deux possédaient leur propre chakra. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais c'est qui le père? Alors, je pourrais vous vendre l'Immaculée Conception pour me faciliter la tâche, mais malheureusement, c'est pas le cas. Pour que vous compreniez qui est le père, faut qu'on fasse un petit tour sur la géopolitique de l'époque, soit, je le rappelle, il y a un millénaire. Cependant, je vous rassure, ça sera assez court, puisque déjà, on n'a pas non plus énormément d'infos, et surtout, j'ai un peu la flemme. À cette période-là, on retrouve 2 pays importants pour l'histoire, le pays de So et le pays de Ka. D'ailleurs, c'est au sein du pays de So que l'on retrouvait l'arbre divin. Et alors que So et Ka s'apprêtaient à rentrer en guerre, c'est à ce moment-là que Kaguya arriva sur Terre. Elle y fit alors la rencontre de Tenji, l'empereur du pays de So. Tous deux tombèrent amoureux et devinrent amants. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais en se rendant compte de sa vraie nature, Tenji s'allia avec Ka pour éviter la guerre et pour capturer Kaguya. C'est donc à ce moment-là qu'elle mangea le fruit du Shinju, plongeant alors l'humanité sous son terrible genjutsu. Ainsi, bloqué dans une illusion totale, Tenji mourut sans savoir que celle qu'il avait autrefois aimée était enceinte de ses enfants. Bon, maintenant qu'on a bien plombé l'ambiance, revenons-en à nos 2 frères puisqu'on a encore énormément de choses à voir ensemble. Comme je le disais, Kaguya eut 2 fils qui possédaient tous 2 du chakra. Cette dernière était jalouse que ses fils possèdent une partie de son pouvoir. Ainsi, souhaitant réaffirmer sa position, elle fusionna avec l'arbre divin. Bon, on peut se dire que c'est un peu con d'être jaloux de ses gosses, mais le souci réside surtout dans le fait qu'à travers cette fusion, elle se transforma en Jubi. Pas de chance. Véritable démon destructeur de monde, Jubi se mit alors à ravager la Terre jusqu'à ce que Hagoromo et Amura le stoppèrent. Pour ça, ils créèrent l'astre de Rikudo, enfermant à l'intérieur l'enveloppe charnelle de Jubi, devenant alors la lune de la Terre. Quant au chakra de la bête, il fut scellé en Hagoromo. Par la suite, son frère Amura ainsi que les autres membres du clan Otsutsuki présents sur Terre partirent s'installer sur la lune afin de protéger l'enveloppe charnelle de Jubi, autrement appelée le Gedomazo. Hagoromo étant resté sur Terre, il fut acclamé par l'humanité, surnommé alors Ermite Rikudo, un nom qui se transmetta à travers les millénaires. Mais c'est pas tout. Afin de préserver une paix durable au sein du
du monde des hommes, il partagea son chakra avec tous les humains puis leur apprit le ninchu. Ce dernier avait pour but de guider les hommes afin qu'ils puissent se comprendre mutuellement et qu'ils réussissent à vivre entre eux harmonieusement. Bon, vous en doutez, ça n'a pas des masses marché. Durant le millénaire qui s'écoula, les enseignements de Hagoromo et d'Aruma furent pervertis. En effet, le ninchu devint le ninjutsu, soit je le précise l'art répertoriant tous les sorts de combats utilisant le chakra et ne faisant pas partie du genjutsu ou du taijutsu. Quant au clan Utsutsuki qui se trouvait sur la lune, il se divisa en deux branches, la principale et la parallèle. Une guerre opposa alors les deux clans et finalement c'est la branche parallèle qui l'emporta. Bon, on a quasiment fini avec tout ce qui s'est passé il y a un millénaire, mais il y a un dernier truc à voir, promis ça va être rapide. À sa mort, Hagoromo divisa son chakra en 9 parties, plus exactement en 9 bijoux. Je vais pas tous vous les énumérer, vous les connaissez très bien. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que lui aussi a eu deux fils, Indra et Ashura. Les deux étaient totalement opposés. Indra incarnait la puissance du chakra, la maîtrise des yeux et de l'énergie spirituelle du Rikodo Sendin. En gros, c'était la force incarnée qui ne pouvait résoudre les solutions que par la violence. A l'inverse, Ashura incarnait la volonté de paix qu'avait transmis son père toute sa vie. Pour lui, l'amour était la clé de tout. Alors, c'est vrai que les deux sont assez manichéens, mais ils jouent leur importance au sein de l'histoire. En effet, Indra est l'ancêtre des Uchiwa et Ashura l'ancêtre des Senju et des Uzumaki. Ainsi, durant le millénaire qui suivit, leur chakra se réincarna à travers leurs descendants, continuant ainsi d'entretenir une rivalité éternelle entre eux, à l'image de Naruto et Sasuke, digne hérité de la pensée de leurs ancêtres. Bon, on a donc vu l'histoire de la création du monde shinobi, mais comme vous le savez si bien, c'était il y a 1000 ans, et entre ça et le début de Naruto, bah il s'est passé quand même pas mal de choses. Du coup, plongeons-nous dans la deuxième sous-partie de l'histoire, l'apogée du monde des ninjas. Alors en vrai, c'est compliqué de trouver des infos précises sur la création de chaque pays ou de village, cependant on sait qu'avant ça, les ninjas étaient regroupés en clans de mercenaires qui ne faisaient rien d'autre que de se battre entre eux. L'histoire nous apprend par ailleurs que ces clans ont perduré et ont fini par s'allier sous forme de villages et de pays. Cependant, si on cherche à comprendre les différents événements qui ont modelé le monde des ninjas, rien de plus utile que se pencher sur les différentes guerres qu'il a connues. Parlons donc de l'époque de la guerre des provinces, cette période qui correspond au moment où tous les ninjas étaient réunis uniquement en clans et se faisaient la guerre H24. Vous l'avez compris avec l'intro, mais le nom fait clairement référence à l'époque Sengoku. Ainsi, durant le temps des états belligérants, il semble que les villages n'existaient pas encore, mais les pays, eux, étaient bien présents et louaient donc les services des différents clans de ninjas afin de se faire la guerre. Faut bien comprendre que c'était une période terrible, emplie de violence et de mort, si bien que l'âge moyen des hommes n'excédait pas 30 ans, et ça dû au fait que beaucoup d'enfants soldats mouraient durant les guerres. Donc ouais, clairement c'était pas la joie. Cependant, il y a un truc important à retenir. Durant cette époque, deux clans faisaient plus parler d'eux que les autres, les Senju et les Uchiwa. Et en même temps, assez logique comme on l'a vu plus tôt, ce sont les deux clans descendants des deux fils de l'ermite Rikudo. Ainsi, ces derniers étaient constamment en affrontement et tous les opposaient jusqu'à leur essence même. En effet, les Senju sont à l'origine de la volonté de feu, une doctrine philosophique qui tend à amener la paix et à considérer chacun comme son égal. Tandis que les Uchiwa, touchés visiblement par une malédiction, sont voués à la haine et à la recherche perpétuelle de la vengeance. En ces temps-là, les deux clans étaient gérés par deux êtres de légende, Hashirama Senju et Madara Uchiwa. Bien qu'enfants ils étaient amis, adultes, la rivalité de leurs clans respectifs les força à entrer en guerre. Lors d'une bataille entre les deux groupes, Hashirama finit par prendre le dessus sur Madara. Ce dernier étant à terre, il lui lâcha les mots suivants: soit tu tues ton frère, soit tu te tues, après seulement je pourrai accorder ma confiance au tien. Face à ces dires, Hashirama décida de mettre fin à ses jours, et alors qu'il s'apprêtait à s'étriper avec son kunai, Madara l'empêcha et la trêve fut signée entre les deux clans. C'est cet accord de paix qui marqua la création du village de Konoha sous l'accord du daimyo du pays de feu sur lequel on reviendra plus tard. L'avènement du village caché de la feuille amena un réel changement au sein du monde des shinobi, puisque suivit l'avènement des 4 autres grands villages ninja, bien que nous n'ayons que très peu d'informations sur leur création. En réalité, le seul truc qu'on sait, c'est que Suna a été créé par Reto, un ninja si puissant qu'il réussit à unifier tous les shinobi du désert. Même si en soi on peut se dire que les villages ont été fondés de la même manière. Pour en revenir à Konoha, l'alliance entre les Senju et les Uchiwa faillit être brisée. Alors que Hashirama fut nommé premier Hokage par le voie de la démocratie, Madara voulut lever une rébellion, mais se retrouva fort démuni quand la bise fut venue, et non je lis pas le bon texte, enfin, je disais, Madara voulut lever une rébellion, mais se trouva fort démuni quand son clan refusa de l'aider. Les deux amis d'antan mirent alors fin à leur rivalité à la veille de la fin où le monde crut que Madara avait péri. Ainsi, l'époque de la guerre des provinces prit fin, et grâce aux efforts d'Hashirama, une paix s'installa bien qu'elle fût de courte durée. Puisque vint ensuite les grandes guerres ninja. Au cours de l'histoire, on en a connu 4, la dernière s'étant déroulée à la fin de Naruto, on en connaît tous les enjeux et aboutissements, pour ce qui est des autres, c'est plus compliqué. Cependant, il faut retenir que chacune des grandes guerres de ninja est appelée ainsi puisqu'elles impliquent la majorité des pays et des villages. Commençons avec la première, ce qu'on connaît d'elle, c'est surtout les affrontements entre Konoha et Sumo. D'ailleurs, c'est durant cette guerre que le grand Hashirama Senju perdit la vie, sans que l'on sache comment. Cependant, avant de rendre l'âme, il proclama son jeune frère Tobirama Senju deuxième Hokage afin d'assurer la sécurité du village à sa place. Ainsi, ce dernier réussit à proclamer la paix avec Kumo. Néanmoins, alors que le deuxième Hokage et le deuxième Reikage étaient réunis pour conclure une alliance, ils furent attaqués par des criminels de Kumo, connus sous le nom des frères d'or et d'argent. On ignore totalement ce qui arriva au deuxième Reikage par la suite, mais on sait que Tobirama en échappa de justesse. Quant aux deux criminels qui avaient fomenté un coup d'état contre Kumo, il semble pas qu'ils aient réussi, mais ça ne les a pas empêchés de garder une certaine influence et un certain pouvoir au sein de Kumo. C'est pourquoi, quelques temps après, toujours durant la première grande guerre, l'un des deux frères d'or et d'argent nommé Kinkaku envoya sa brigade d'élite traquer le deuxième Hokage. Ainsi, très vite, Tobirama et ses compagnons se retrouvèrent encerclés par la brigade de Kumo. Le deuxième Hokage sacrifia donc sa vie pour protéger les membres de son équipe et nomma Hiruzen Sarutobi troisième Hokage du village. Ainsi, la première guerre se termina grâce à une armistice, mais laissa de profondes blessures aux 5 grands pays du monde des shinobi, sans parler de tous les petits
petit pays qui avait uniquement servi de champ de bataille. Une période de paix s'installa donc pendant une vingtaine d'années. Mais la précédente guerre avait causé bien trop de problèmes, si bien que les inégalités économiques entre les différents pays amenèrent à de nouvelles tensions entre les différents états. Ainsi, alors que chaque province commençait à déployer des factions pour élargir ses territoires, la deuxième grande guerre des shinobi éclata et les retombées furent dramatiques. Les principaux belligérants étaient Konoha, Suna, Iwa et enfin Ame qui, comme on l'a évoqué plus tôt, est un village du pays de la pluie. C'est au sein de ce dernier que plusieurs batailles ont eu lieu, si bien qu'il fut dévasté. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'a pris l'enfance de Nagato et surtout à cette période que ses parents furent tués par des ninjas de Konoha. D'ailleurs au passage, selon ses propres dires, ce serait principalement Konoha qui aurait déclaré cette guerre. Plus ce sont ces derniers qui s'en sont le mieux sortis. La preuve, c'est durant ce conflit que les trois ninjas légendaires obtinrent leur nom, ce qui vaut le cas aussi pour le père de Kakashi, Sakumo Atake, qu'on appela le Cro-Blanc de Konoha après ça. Bon, même si le nom est stylé, en réalité on l'a appelé comme ça parce qu'il avait abandonné une mission principale pour sauver ses coéquipiers, ce qui l'amena à se suicider quelques temps après ça. Continuons avec la troisième grande guerre des ninjas. Alors on a plus d'infos sur cette dernière puisque bien évidemment c'est la plus récente au moment où débute l'histoire de Naruto. Tout commence ça avec la disparition du troisième Kazekage, reconnu comme le ninja le plus fort de Suna grâce à sa maîtrise unique du Jiton. Affolé par son absence, le village caché du sable se retrouva grandement affaibli, devenant ainsi la source de convoitise des pays aux alentours. Iwa, qui souhaitait s'emparer de Suna, envahissa alors Kusa, un village situé dans le pays de l'herbe, afin de s'approcher de sa cible. Seulement, Kusa était allié de Konoha, ces derniers venant à leur secours, le village du pays de l'herbe devint un champ de bataille entre Iwa et Konoha. Pour vous restituer un peu, c'est durant cette guerre que Obito mourut, enfin du moins aux yeux de tous, et donna son Sharingan à Kakashi. Au passage, il semblerait que durant ce conflit, Kumo était allié à Konoha, puisque c'est durant ce dernier que le troisième Raikage, père du quatrième Raikage, perdit la vie en affrontant seul 10 000 hommes durant 3 jours et 3 nuits. Ouais, ça a de la gueule. Et finalement, c'est Minato qui offrit la victoire à Konoha en détruisant le pont de Kanabi situé à Kusa, ce qui empêcha tout ravitaillement du village d'Iwa. Ainsi, il fut nommé l'éclair jaune de Konoha, reconnaissant sa puissance légendaire. Suite à cette troisième grande guerre qui fut la plus meurtrière des trois, Sarutobi, qui était à ce moment-là le troisième Hokage, décida de ne pas demander de réparation à Iwa afin de tenter d'installer une paix durable. C'est noble de sa part, mais cette décision fut fortement critiquée, ce qui le força à démissionner, Minato devenant alors le quatrième Hokage à sa place. Bon, même si on sait tous qu'après la mort de ce dernier face à Kyuubi, Sarutobi fut restitué à son ancien poste. D'ailleurs, pour ce qui est du troisième Kazekage disparu qu'on a évoqué plus tôt, on a appris bien plus tard que c'est Sasori qui l'avait tué pour en faire l'une de ses marionnettes. Preuve en est, une fois de plus, que dans l'univers de Naruto, les actions d'un seul homme peuvent avoir des conséquences désastreuses. Bon, si on se penche sur les trois premières grandes guerres des ninjas, on comprend qu'en réalité, on a très peu d'éléments sur ces dernières. On ignore quasiment toutes les causes et conséquences de ces conflits, ainsi que les différentes alliances, batailles ou événements marquants qui les ont construites. En même temps, c'est normal, puisque les infos qu'on a servent juste à expliquer certains éléments qui sont évoqués ou qui se sont déroulés durant le manga. Par exemple, durant l'œuvre, on apprend l'existence de la bataille du col de Kikyo qui a pris place vers la troisième grande guerre, simplement car on y raconte que le seul survivant qui fut retrouvé après la bataille fut un jeune garçon nommé Kabuto Yakushi. Bon, en réalité, on a appris plus tard que cette histoire était complètement fausse et qu'elle avait été inventée par Orochimaru, mais ça nous a quand même permis de connaître une bataille qui nous serait restée totalement inconnue sans ça. Même si on a très peu d'infos sur cette dernière, mais vous avez saisi l'idée. Cependant, pour ce qui est de la quatrième grande guerre shinobi, c'est une toute autre histoire, puisque s'étant déroulée durant le manga, on sait quasiment tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi je vais partir du principe que vous en souvenez assez bien, et surtout je vais pas m'amuser à la résumer entièrement, parce que déjà ça risquerait d'être bien trop long, et deuxièmement on a encore pas mal de choses à voir après. Cependant, je vais quand même revenir en quelques points sur les événements marquants de cette quatrième grande guerre des ninjas. Alors, Obito déclare la guerre au monde des shinobi pour une affaire de bijoux, le pays du feu, du vent, de la terre, de la foudre, de l'eau, ainsi qu'une nation de samouraïs du pays de fer s'allient sous le nom de l'Alliance Shinobi pour lui faire face. Chacun des deux camps prépare son armée et ses stratégies, bagarre dans plein de lieux et pays différents, apparition de Madara, rebagarre, affrontement entre Obito et Kakashi dans une dimension parallèle, Madara devient le grand méchant, il y a plein de gens qui meurent, Obito s'allie finalement avec l'Alliance, Madara se fait trahir, apparition de Kaguya, bagarre et elle finit par perdre. Encore bagarre mais cette fois-ci entre Naruto et Sasuke, match nul et hop, fin de la guerre. Ouais, c'était sûrement le pire résumé de la fin de Naruto, mais c'est pas grave puisque cette quatrième grande guerre nous a appris pas mal de trucs qui peuvent être utiles pour cette vidéo, donc on y reviendra bien assez tôt, vous inquiétez pas. Bon, qu'est-ce que nous a appris cette partie sur l'histoire? Déjà, que la guerre est inscrite dans l'ADN des humains. Depuis la nuit des temps, ces derniers sont toujours affrontés, et ce bien avant la création du monde des ninjas. Ensuite, si on se concentre sur Sarutobi Hiruzen, on sait qu'il est mort à l'âge de 68-69 ans au début de Naruto, mais on sait également qu'il est devenu Hokage lors de la première grande guerre shinobi. Alors, j'ai pas réussi à trouver l'âge qu'il avait à ce moment-là, mais on sait que c'est arrivé quand il était très jeune, et étant donné qu'il avait encore un maître à cette époque-là, on peut se laisser imaginer qu'il avait 16-17 ans. Donc, on comprend bien qu'en une cinquantaine d'années, le monde ninja a connu 4 grandes guerres. Bien que la dernière fut différente, puisque pour la première fois, toutes les nations s'allièrent pour faire face à un seul adversaire, ce qui permit par la suite d'instaurer une paix entre les différents pays. Mais avant ça, c'était totalement différent, forcément difficile d'effacer les rancœurs du passé en quelques années, surtout que chaque pays cherche toujours à augmenter sa puissance. Ça, on le remarque bien lors du conseil des 5 Kage qui s'est déroulé avant le début de la 4ème grande guerre ninja, c'était pas la méga bonne ambiance. Mais bon, tout ça c'était il y a bien longtemps, il est donc temps de voir ce qu'il en est à l'époque où Naruto est devenu Hokage, et on va voir ça dans cette troisième et dernière partie.
On l'a vu répéter plusieurs fois, le monde des ninjas est divisé en plusieurs pays, ainsi chacun de ces pays est dirigé par un daimyo. Alors on n'a pas énormément d'infos sur eux, mais leur importance est vitale. À l'origine, daimyo ça représentait les nobles qui gouvernaient les provinces japonaises sous l'ordre du shogun. De plus que Naruto s'inspire énormément du monde féodal. Bon, dans le manga, ce sont eux qui prennent les décisions importantes comme le nommage d'un nouveau Kage, la gestion des ressources, la mise en place des alliances, bref, le daimyo représente le plus haut pouvoir politique d'un pays. Cependant, du peu qu'on sait d'eux, ils n'ont pas l'air d'être de grands ninjas, du moins si jamais ils en sont, ce qui fait que la gestion militaire est en partie attribuée au Kage du village caché de chaque pays. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours le daimyo qui a le dernier mot. La preuve, si on se penche sur la 4ème guerre shinobi qu'on a évoquée plus tôt, à la fin du conseil des Kage, les 5 daimyo se sont réunis pour donner les pleins pouvoirs à leurs Kage respectifs afin de donner naissance à l'alliance shinobi. Naruto ressemblant en grande partie au système japonais féodal, on y trouve différents corps militaires, clans ou agences de renseignement au sein de chaque province. Mais avant d'évoquer tout ça, j'aimerais qu'on fasse un point sur le conseil des 5 Kage, puisque mine de rien, c'est un élément majeur de la politique du monde shinobi. Comme son nom l'indique, ce sommet est une rencontre entre tous les Kage afin de discuter autour de divers problèmes, que ce soit entre les différents pays ou dans le monde entier. Alors, on sait pas exactement combien de ces réunions ont eu lieu depuis la création des villages cachés, cependant on en connaît 4. Le dernier en date, c'est celui s'étant déroulé au dernier chapitre de Naruto, permettant ainsi de voir les nouveaux Kage. L'avant-dernier, c'est celui s'étant déroulé 2 ans après la 4ème grande guerre des ninjas, puisque la lune menaçait de s'effondrer sur la Terre. Des événements qu'on peut par ailleurs suivre dans le film The Last. Pour ce qui est du deuxième, c'est celui qu'on voit durant le manga et où la guerre fut déclarée par Toby. Cependant, le plus important à mes yeux, c'est le tout premier sommet des 5 Kage. Suite à la création de Konoha et des autres villages, Hashirama, qui était le premier Hokage, demanda la réunion des 5 Kage. Son objectif derrière tout ça était de répartir les forces équitablement entre les différents pays. Mine de rien, c'était le premier gros move diplomatique du monde shinobi et en plus en faveur de la paix. Pour ça, Hashirama avait au préalable pris le contrôle de plusieurs bijoux, visiblement grâce à sa femme qui pouvait les sceller. Bon, même si plusieurs Kage achetèrent des bijoux à Konoha comme le premier Reikage qui fit l'acquisition de Nibi et Ashibi, ça n'empêcha pas les tensions entre les différents villages, notamment à cause du premier Kazekage qui possédait déjà Ishibi, ce qui amena quelques années plus tard à la première guerre ninja. Mais cependant, le souhait qu'avait évoqué le premier Hokage à ce moment-là de voir une entente et une paix durable entre les différentes provinces eut son importance des décennies plus tard au cours du dernier grand conflit shinobi qui en résulta par la réalisation de son rêve. Cependant, avant d'en arriver là, comme on l'a vu, les shinobi sont passés par de nombreux conflits, et même en temps de paix, des tensions étaient toujours présentes entre les différents villages et pays. Et s'il y a bien un événement qui démontre ça, c'est l'incident des Hyuga. Alors qu'une délégation de Kumo était à Konoha pour signer un traité de paix, l'ambassadeur de Kumo s'infiltra chez les Hyuga dans l'objectif d'enlever Hinata pour voler les secrets du Byakugan. Il fut finalement tué par son père, mais face à la crise diplomatique qui s'annonçait, ce fut son frère Hisashi, soit l'oncle d'Hinata, qui se fit passer pour le coupable, étant alors exécuté pour son crime et pour protéger la paix. Du coup, chacun des villages a dû s'organiser militairement, autant sur un plan offensif et défensif que sur un plan de renseignement et de gestion de crise, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour cette partie, on va un peu plus se pencher sur l'organisation de Konoha, puisque déjà c'est le village sur lequel on a le plus d'informations, et deuxièmement, vous en doutez au vu de tout ce qu'on a vu précédemment dans cette vidéo, les villages cachés sont à peu près tous organisés de la même manière. Bien évidemment, chacun possède ses spécificités, mais on en parlera aussi, vous inquiétez pas. Bon, alors, comment est organisé un village? Déjà, tout en haut, on a le Kage, sous ses ordres directs on retrouve les Hanbu, et pour ce qui est du reste, ils sont épaulés par les Goikenban. Ces derniers sont des conseillers qui sont donc là pour aider le Kage à gouverner le village et tout naturellement à prendre les décisions idéales. Leur nombre semble différer selon les villages, mais c'est compliqué de savoir précisément combien ils sont et surtout qui ils sont. Par exemple, au début du manga, on savait qu'il n'y avait que Danzo, Omura Mitokado et Koharu Utatane, ces deux derniers faisant partie de l'unité de Tobirama avec Hiruzen. Aujourd'hui, on sait que Shikamaru est l'un des conseillers de Naruto, mais si jamais il y en a d'autres, j'ai pas réussi à trouver. Pour l'Hanbu, c'est une unité spéciale servant de garde personnelle au Kage. Quant à ses membres appelés également Hanbu, ils font partie de l'élite des ninjas se chargeant des missions les plus importantes et dangereuses, que ce soit assassinat, escorte ou encore espionnage. Ils font tout pour masquer leur identité et ne répondent qu'aux ordres directs du Kage. Alors, c'est vrai que quand on parle des Hanbu, on pense à ceux de Konoha, puisque ce sont ceux qu'on a le plus vus, surtout qu'autrefois Kakashi et Itachi en faisaient partie, mais chaque village possède son Hanbu. Seulement, à Konoha, il y a eu une petite spécificité, la racine. C'était une branche secrète de l'Hanbu agissant totalement dans l'ombre pour récupérer les informations en faisant fi de l'éthique. Elle fut dissoute par le troisième Hokage, mais continua d'agir dans l'ombre de tout le monde jusqu'à ce que Danzo, son créateur, fut tué des années plus tard. Bon, revenons-en au Kage et à ses conseillers. Ces entités gèrent donc deux groupes majeurs, les forces régulières et les équipes médicales. Du côté des forces médicales, tout est dans le titre, ce sont des ninjas utilisant des techniques médicales afin de soigner leurs coéquipiers. On les nomme par le titre de Eisenin, et chose à savoir, c'est qu'il y en a très peu, mais ils suivent tous 4 règles majeures. Premièrement, les ninjas médecins ne devront jamais abandonner leurs camarades tant qu'ils respirent encore. Deuxièmement, les ninjas médecins ne sont pas autorisés à s'engager dans une bataille. Troisièmement, les ninjas médecins doivent être les derniers à mourir, et enfin, seuls ceux maîtrisant le Byakugo sont autorisés à transgresser les 3 premières règles. Quant aux forces régulières, on retrouve la plupart des ninjas regroupés en différentes unités et classés avec une certaine hiérarchie. En bas, on a les Genin, qui sont des apprentis ninjas fraîchement diplômés de l'académie. Vient ensuite les Shunin, qui sont donc des ninjas confirmés, ce qui fait que pour obtenir ce titre, il faut donc passer le célèbre examen. Au-dessus d'eux se trouvent les Jonin, les ninjas d'élite reconnus comme les plus puissants de chaque village, à qui l'on confie les missions les plus dangereuses. D'ailleurs, on note qu'à Konoha, ils interviennent dans certaines décisions politiques. Par exemple, pour qu'un Kage soit nommé par un daimyo, il faut également que les Jonin l'approuvent via un vote. Et entre les Genin et les Jonin, on retrouve ceux qu'on appelle les Jonin spéciaux, qui sont experts dans un domaine précis et faibles dans les autres, ce qui fait qu'ils sont plus forts que des Shunin,
Chunin, mais moins forts que des Junin. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, mais la plupart d'entre eux servent d'arbitre dans des examens. Bien évidemment, chaque village peut aussi avoir ses unités spécifiques ou ses institutions. Par exemple, autrefois, Konoha possédait des forces de police entièrement gérées par les Uchiwa, et qui s'occupaient de faire respecter la loi au sein du village avant d'être décimés par Itachi. Dans le cas de Kiri, on retrouve les 7 épéistes de la brume, qui sont simplement les 7 ninjas épéistes les plus doués de leur génération. Chez Suna, on a la brigade des marionnettistes, autrefois gérée par Shiho, et après, vous avez compris le principe. On peut aussi parler des clans, qui sont des familles ou des groupes de ninjas qui, de par leurs liens, possèdent souvent des capacités uniques propres à leur lignée. Il y en a des dizaines de différents, donc je vais pas tous vous les présenter, mais rien qu'à Konoha, on trouve par exemple les Uchiwa, les Hyuga, les Senju, les Sarutobi, les Uzumaki et tant d'autres. Par ailleurs, certains ninjas peuvent obtenir des titres spéciaux reconnus dans le monde entier. On a les Sannin, qui sont les 3 ninjas légendaires de Konoha, soit Jiraiya, Orochimaru et Tsunade, ces 3-là étant inspirés du conte La légende du galant Jiraiya. Par ailleurs, on peut facilement voir Naruto, Sasuke et Sakura comme les nouveaux Sannin. On trouve également les Nukenin, qui sont des ninjas ayant déserté leur village et qui sont donc perçus comme des traîtres. Et enfin les Oinin, qui sont des Anbu dont la mission est de traquer et d'éliminer les Nukenin. Bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'organisation d'un village, hein. Bien évidemment, il y a plein d'autres éléments qui les composent, mais j'ai retenu que ça dans le contexte de la vidéo. Mais alors, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a vu aujourd'hui? Déjà, que l'univers de Naruto est plus complexe qu'il n'y paraît, d'autant plus que chaque élément semble au final assez logique. Par exemple, le fait que Suna soit souvent entré en conflit avec les pays aux alentours est pas étonnant, puisque comme l'avait très bien expliqué le premier Kazekage lors du tout premier conseil des Kage, son pays, et par extension son village, est un désert, et ils ont donc plus de difficultés que les autres pour mettre en place des cultures. Par ailleurs, le fait que la paix se soit installée entre les différents pays à la fin du manga est le résultat d'un long processus qui fut engagé à l'origine par Hashirama des décennies plus tôt. Preuve encore une fois que les lignées ont une importance majeure dans Naruto. De plus, on a parlé de l'époque Sengoku dans l'intro, et au cours de la vidéo, on a bien vu que nombreuses étaient les ressemblances. Mais si on veut aller plus loin dans les comparaisons avec le Japon, on pourrait dire que la période des provinces en guerre correspond à l'époque Sengoku, que l'avènement du monde des ninjas et l'instauration des villages cachés ainsi que tout ce qui suit durant le manga correspond à l'époque d'Edo, et que la période de prospérité, j'ai envie de l'appeler comme ça, que l'on voit durant Boruto correspondrait elle à l'ère Meiji, puisque c'est durant cette époque que le Japon s'est ouvert au monde et s'est grandement modernisé. Bref, tout ça pour dire que l'univers de Naruto est génial et je suis vraiment content d'y avoir consacré cette vidéo, donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez une autre vidéo du genre avec un autre manga. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Twitter et Instagram, ainsi que nous rejoindre sur le Discord, le lien bien évidemment est en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.